Nous sommes en l'an 1304 de notre ère. Un vieillard aveugle à la carrure imposante et dont le visage pourrait raconter un siècle à lui seul, croupit depuis plusieurs années dans la prison de Malapaga, sur les marges du port de Gênes. À travers une petite lucarne obstruée par des barreaux qui ne laissent échapper que quelques malheureux rayons de soleil, il écoute la vie s'animer dans un brouhaha incessant. Quelques instants avant de rendre son dernier soupir, il repense à la paisible campagne de sa jeunesse, au bruit de la mer qu'il entendait au loin, au souffle du vent dans les oliviers qui l'ont vu naître, au doux son que font deux épées qui s'entrechoquent, et à la tranquillité de son âme quand il était encore sur son île, en Corse. Tout à coup, dans ses pensées, survint la vision de son fils bâtard, celui qu'il avait trahi et donné à ses ennemis. Et puis, plus rien. Son cœur s'arrêta, son sang se glaça, et le souffle qu'il rendit fut le dernier. Mais qui était cet homme? Qu'a-t-il fait pour mériter de dépérir ainsi dans les geôles d'une prison à 40 lieues de son île, aux côtés des voleurs de pain et de bétail? Lui qui avait tout donné à ses fils, pourtant illégitimes, qui avait régné avec justice sur un pays tout entier et qui avait tant œuvré pour le bien. Vous devez l'avoir compris, nous allons parler dans cet épisode de Sinucelo di Arroca, comte de Cinarca et juge de Corse, plus connu sous le nom de Giudice Cinarca. Et pour en savoir plus, vous n'avez qu'à suivre le guide. À lui seul, il caractérise le XIIIe siècle du Moyen-Âge corse. Certains historiens parlent même du siècle de Giudice. Il en est le personnage principal de par sa présence constante dans les sources écrites historiques, ce qui rend par ailleurs son existence incontestable et sera un acteur majeur dans la vie politique insulaire. D'abord allié de Pise comme son père et son grand-père, il se soumettra ensuite à Gênes, mais le fera dans un esprit calculateur en maniant avec dextérité les ficelles du pouvoir. Grâce à ses talents de politicien hors pair, à sa bravoure au combat et à sa volonté de gouverner les hommes dans un esprit de justice, il fera entrer la Corse dans le jeu des puissances méditerranéennes et donc dans une nouvelle dimension géopolitique, au centre des enjeux stratégiques européens. Fidèle à l'action de ses ancêtres Ugo Colonna et Arrigo il Messer, il tentera et réussira à fédérer sous son autorité la quasi-totalité de l'île, œuvrant pour le bien des peuples et cherchant par tous les moyens l'unité des familles corses les plus importantes. La paix qui a été engendrée par ces actes restera longtemps ancrée dans les mémoires populaires et sera retranscrite dans les chroniques des différents écrivains médiévaux de l'époque. Pourtant, son portrait est loin de ressembler à celui de son aïeul, l'illustre comte Arrigo, seigneur noble et exempt de tout vice. Giudice est lui dépeint par les historiens comme un bon seigneur, certes, mais qui possède quelques penchants pour la luxure, notamment pour les femmes, ce qui ne cessera de lui porter préjudice tout au long de sa vie et qui causera même sa perte. Giovanni di Agrosa, notaire de la région du Sartenay, mort au XVe siècle, très attaché à la tradition orale, a pris certaines libertés en écrivant l'histoire de Giudice, mais nous en a laissé une trace captivante dans ses chroniques de la Corse, œuvre magistrale et d'une importance capitale pour comprendre les contours de ce qu'a été le Moyen-Âge insulaire. Des anecdotes croustillantes, des ballades guerrières enivrantes et des complots machiavéliques, voilà ce que nous a laissé le greffier de la Grossa pour que l'on se souvienne et que l'on transmette à notre tour l'histoire de ce héros noustral.
À travers ce podcast, je vous propose de découvrir qui a véritablement été Sinuccello di Arrocca, comment il est devenu giudice di Cinarca, ce qu'il a accompli tout au long de sa vie de chevalier, mais aussi comment et pourquoi il est ainsi tombé par trahison pour enfin mourir dans la prison génoise de Malapaga. L'occhio allarga l'orizzonti, assoniamo le Pour mieux comprendre le personnage qu'a été Giudice di Cinarca, il faut d'abord faire un tour d'horizon du siècle qui a précédé sa naissance. Le XIIe siècle est considéré par Olivier Geas et Jean-Marie Arrighi comme le grand siècle du Moyen-Âge corse. En effet, on assiste en cette période à une espèce de renaissance de l'administration romaine. Toutes les transactions sont retranscrites sur papier, signées par des notaires et précieusement conservées, ce qui a permis la multiplication des preuves écrites au fil du temps, évolution appelée par les historiens l'explosion documentaire. Dorénavant, ces derniers peuvent sourcer leurs interprétations et attester de l'existence de familles qui ont marqué l'histoire de Corse et qui avaient été tristement placées dans la catégorie des légendes rurales issues de la tradition orale. D'ailleurs, la plupart de ces actes notariaux retrouvés aux quatre coins de l'Europe méridionale confortent, en un sens, les écrits de Giovanni della Grossa, dans la mesure où la grande majorité des noms qu'il cite s'y retrouvent. Au XIIe siècle donc, la cité marchande de Pise, forte de son expansion maritime, possède déjà la Sardaigne et monte progressivement en puissance jusqu'à atteindre son zénith lors de la bataille de Palerme en 1064. Les Pisans remportent alors une victoire primordiale sur les armées sarrasines qui occupent la Sicile, en tirent un butin incommensurable et contribuent ainsi à la reconquête de la Méditerranée sur les musulmans. À l'époque, Grégoire VII n'est pas encore pape, mais il fait partie des conseillers les plus influents du Vatican. Amoureux de l'ordre chrétien, il se rapproche de la cité de Pise pour en faire une alliée de Rome. Il est élu pape en 1073 et entame une réforme profonde de l'Église, tout en se rappelant de la donation carolingienne de l'île au Saint-Siège. C'est à ce titre qu'il charge l'évêque de Pise de remettre la population insulaire dans le droit chemin à une époque où des seigneurs corses s'approprient les terres et le pouvoir, ce qui est vu d'un mauvais œil par le souverain pontife. La République de Pise établit ainsi peu à peu sa domination sur les îles sœurs de Corse et de Sardaigne, ce qui attise implacablement la convoitise d'autres cités-États italiennes, dont une qui jouera un rôle essentiel tout au long de l'histoire de Corse, Gênes la Sérénissime. Dans un premier temps alliés des Pisans, les Génois ne cesseront de vouloir affirmer leurs ambitions méditerranéennes et causeront des troubles aux conséquences irréparables à la cité toscane, depuis la prise définitive de Bonifacio en 1195, et ce jusqu'à la bataille de la Meloria en 1284, où ils prendront l'avantage stratégique. Cette bataille aura aussi des répercussions sur la vie même de Giudice, mais nous le verrons en temps voulu. La domination pisane en Corse aura laissé des traces plutôt positives. On le constate si l'on s'attarde sur le nombre considérable de petites chapelles romanes et d'églises plus importantes du même style architectural que l'on trouve un peu partout sur l'île. Mais le plus important des souvenirs que la domination toscane nous a laissés est sans aucun doute la paix qui a régné pendant quasiment un siècle entier au beau milieu d'une des périodes les plus sombres de l'histoire. De fait, tous les chroniqueurs corses de l'époque médiévale sont unanimes dans leurs écrits. Il y a bien eu une paix relative à la domination pisane et il est important de le souligner. Pour parler plus concrètement, tout autour de l'île, on voit apparaître dans les sources notariales du XIIe siècle des noms toujours aussi prestigieux de nos jours. D'une part, dans le Deçà des Monts, c'est-à-dire dans le nord, les Cortinchi émergent dans la vallée du Tavignano, les seigneurs de Pino en Balagne et les Bagnaia vers Bégoul. Jean-Marie Arrighi et Olivier Geas nous apprennent que ces derniers sont probablement d'origines insulaires et sont soit des partenaires obligés, soit des adversaires des puissances extérieures. Les marquis de Massa, eux d'origine toscane, apparaissent à la frontière entre la Balagne et le Nebbio comme l'atteste la présence du sceau d'un certain Guglielmo dans le castello de San Colombano de Giussani avec la mention marquis de Massa et de Corse.
À la fin du siècle, le Cap sera le théâtre de l'arrivée de seigneurs d'origine génoise tels que les De Gentile, les Avogari ou les Damari. D'autre part, dans le Deça des Monts, on constate l'apparition des Biancolacci dans l'Alta Rocca, des Cagnanesi dans le massif de Cagnes, des seigneurs de l'Itala dans la vallée de l'Ortolo, ainsi que des Valinchi dans la région d'Olmeto qui seront à l'origine de la maison de la Rocca, maison dont Giudice est issu et qui jouera un rôle prépondérant dans toute la période médiévale en Corse. Le tout sans oublier de mentionner bien évidemment l'apparition de deux personnages, probablement corses, Arrigo et Dio Taiuti, qui arrivent de Sardaigne en Cinarca pour récupérer leurs biens et qui ne sont autres que les ancêtres en ligne directe du héros de l'épisode d'aujourd'hui. Certaines de ces familles sont mises en place et renforcées par les puissances extérieures, d'autres sont peut-être héritières des aventuriers lombards qui s'étaient installés dans l'île du temps de Charlemagne, et d'autres encore sont probablement d'origines insulaires et ne se sont jamais fait aux puissances méditerranéennes envieuses de posséder l'île. Toutes prétendent au titre suprême de comte de Corse. Autrefois, ce titre se transmettait de père en fils. Depuis la mort légendaire du dernier comte de Corse, Arrigo il Belmesser et de ses 7 fils, les temps sur l'île sont devenus incertains et les Corses se cherchent un souverain. C'est dans ce contexte que Sinucelo della Rocca, plus connu sous le nom de Giudice di Cinarca, se distinguera royalement. Le petit Sinucelo della Rocca naît à Olmeto vers 1220 dans un contexte pour le moins dangereux pour lui et sa famille. Afin d'en comprendre au mieux les contours, je vous propose de faire un bond d'une petite centaine d'années dans le passé. En fait, il faut d'abord passer de Corse en Sardaigne pour retrouver ses ancêtres. Ensuite, il faut se replonger dans les écrits de Giovanni Diagrossa. Le notaire nous apprend que, quelque temps avant la prise de Bonifacio par les Génois sur les Pisans, le comte Andrea di Cinarca, petit-fils de Forte di Cinarca, avait été condamné à l'exil en Sardaigne par l'un des marquis toscans envoyés par le pape pour gouverner la Corse. Réduit à un état d'extrême pauvreté, Arrigo, le fils unique d'Andrea, dut se mettre au service du juge de Galoura, un noble pisan. Il commença par n'être simplement qu'un garçon d'écurie, mais peu à peu, ayant de qui tenir et étant devenu un vaillant soldat très habile à cheval, comme l'affirme le chroniqueur de la Grossa, le Cinarquais Arrigo devint un des soldats les plus estimés de la garde rapprochée du juge. Quand il eut une quarantaine d'années, il se maria à l'une des sœurs du dirigeant sarde, qui était veuve et qui s'appelait Francesca. Elle aussi d'un âge avancé, ils n'eurent qu'un seul enfant qu'ils baptisèrent Dio Taiuti, que Dieu te vienne en aide en français. Lorsque Dio Taiuti eut 20 ans, une délégation de nobles cinarchesi arriva à la cour du juge de Galoura pour demander à Arrigo, leur seigneur naturel et légitime, de revenir en Cinarca à reprendre possession du Castido, qui leur avait été enlevé 2 générations plus tôt. Conforté par son seigneur, Arrigo prit la mer avec son fils et une dizaine d'hommes armés. Ils débarquèrent à Capoifeno de nuit et se rendirent au château de Cinarca. Arrigo entra avec ses hommes dans l'enceinte du Castido sans qu'on ne lui oppose aucune résistance, se présenta devant toute l'assemblée qui le recevait et déclara venir récupérer son bien ainsi que ses terres. C'est ainsi que Giovanni Diagrossa nous raconte le retour des Cinarchesi en Corse. La véracité de ce récit peut évidemment être débattue, mais là n'est pas le propos. Ces écrits nous permettent de redessiner les contours du passé familial du petit Sinucelo. Poursuivons alors avec le récit. Quelque temps après le retour des Cinarchesi, Arrigo mourra et Dio Taiuti le Sarde, comme on le surnomme dorénavant, devint seul seigneur de Cinarca. Avec l'appui de sa famille toscane, il entreprit de récupérer les castilles de la Gatène et de Gineparo, possédés alors par les Amondaschi de la vallée du Golo, ce qu'il fit sans grande difficulté. Après 30 années passées à se maintenir sur ses terres d'origine, le Sarde mourra et laissa un héritier mâle nommé Cinarco. Celui-ci agrandit encore le domaine de son père en reprenant le Gozzi et la vallée du Celao, aujourd'hui la plaine de Pere, toujours avec l'appui des Pisans. Il mourut en paix, selon les dires de Giovanni, et eut 2 fils, Guido et Guglielmo. Forts de leur victoire contre les Pisans à Bonifacio,
les Génois commencèrent une entreprise de colonisation dans le sud de l'île. Della Grossa affirme que ce sont ces mêmes Génois qui ont construit le Castillo d'Istria au-dessus de Solacaro. Mais c'était sans compter sur Guglielmo, qui, contre l'avis de son frère Guido, ne vit pas d'un très bon œil l'arrivée d'ennemis au port de son fief. À l'appel au secours des habitants d'Olmeto et du Castillo de la Rocca di Valle, Guglielmo prit possession de la région de la Rocca et commença à guerroyer contre les nouveaux arrivants, toujours en opposition à son frère Guido qui lui s'allia aux Génois alors que ses ancêtres ont toujours été du côté des Pisans. Guglielmo choisit quant à lui le chemin de la loyauté en restant un farouche adversaire des Ligures. Il construisit alors le Castillo de Barici pour mieux s'implanter dans la région de la Rocca et prit le nom de Guglielmo di Arocca. Il se maria à une certaine Finidora de Coasina avec laquelle il eut 3 fils, Ladro, Truffetta et Sinoncello. Il réussit à signer un traité de paix avec les Génois d'Istria et se retira à Rocca di Valle où il résida un certain temps, tentant tant bien que mal de garantir la paix dans la région tout en respectant les nobles du coin selon leur rang. Lorsque son frère Guido mourut en 1219, Guglielmo di Arocca se rendit en Chenarca pour lui rendre hommage. Malheureusement, il se fit séquestrer par ses 2 neveux, Rinieri et Arrigo, qui le haïssaient en secret. Ceux-ci l'emprisonnèrent et lui placèrent une chaîne autour du cou, une à chaque bras et les fers aux pieds. Les fers avaient été tellement serrés qu'avant que la nuit ne soit achevée, ses membres avaient gonflé et les chaînes ne purent être retirées. Il mourut au bout de 3 jours dans le cachot du château de Chinarca et fut surnommé après cet événement Guglielmo le martyr. Quand sa femme Finidora apprit la nouvelle, pensant avec raison que ses neveux prendraient les armes contre elle et ses fils, elle s'empressa d'envoyer le petit Sinoncello et ses frères à l'abri chez ses parents de Coasina dans le Fiumorbo et se réfugia elle au Castillo de Barici dans l'Ortolo. Elle y succomba avec toute sa garnison, assiégée et affamée par ses neveux. Bon, récapitulons. Écoutez bien parce qu'il faut suivre. On a Andrea di Chinarca, descendant du fameux Ugo Colonna, qui est exilé en Sardaigne parce qu'il refuse de se soumettre aux marquis de Toscan venus exercer leur pouvoir en Corse. Jusqu'ici tout va bien. Réduit à un état d'extrême pauvreté, son fils Arrigo se met au service du juge de Galour. Après plusieurs décennies de loyauté, il épouse la sœur de son seigneur, Francesca, et ont un fils, Dio Taiuti. C'est bon, vous suivez? On continue. Celui-ci rentre en Corse pour se réapproprier la terre de ses ancêtres. Il y parvient, meurt en paix, laisse derrière lui une descendance dont sont issus Chinarque ou son fils, et Guglielmo son petit-fils. De ce Guglielmo naît Sinoncello, ou plutôt Giudice Chinarca. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors évidemment, ce récit est à prendre avec des pincettes, puisqu'on connaît la tendance du notaire de la Grossa à écrire parfois l'histoire à sa convenance. Ceci étant dit, il n'est pas à prendre à la légère pour autant, parce que ces chroniques sont une des seules sources que nous avons pour en savoir plus sur l'enfance de l'un des personnages les plus importants de l'histoire de Corse. Après tout, l'enfance de Giudice importe peu en ce que sa renommée est non seulement évidente, et son existence d'autant plus véritable. Alors en effet, lorsque l'on s'intéresse à la vie du Giudice, on se rend compte que les sources écrites le stipulant se multiplient vers les années 1240. Certaines sources ont été retrouvées à Pise, d'autres à Gênes, d'autres encore dans les chroniques de Della Grossa, de Montegiani ou de Petruccianeo. Mais elles sont toutes révélatrices d'un certain état de fait. L'homme prend de plus en plus d'importance tout au long du XIIIe siècle, et il en deviendra même le personnage principal. Pour vous raconter son histoire, je me chargerai dorénavant de ne tenir compte que de faits qui ont été avérés par ces sources. Lorsqu'il est adolescent, Sinoncello se dispute avec son oncle, seigneur de Coasina, et fugue à Pise où il fait ses armes. Dans ses chroniques, Giovanni di Agrosa nous livre une anecdote particulièrement drôle sur la jeunesse du juge de Chinarque. Il jouait, avec d'autres jeunes de son âge, à un jeu nommé Mazza e Scudo, massue et écu en français, qui consistait à se mettre de bons gros coups de masse sur le casque. Celui qui gagnait était celui qui restait le plus longtemps debout, et Sinoncello était un champion incontesté de la discipline, ce qui lui a valu le respect de tous. Voilà une anecdote pour le peu révélatrice de la vigueur du personnage.
Le notaire de la Grossa nous décrit Sinuccello, devenu jeune adulte, en ces termes. Il était de haute stature et de belle apparence, habile et prompt à accomplir de grandes choses. Il était très mat de peau et son corps était très velu. Toujours dans les chroniques de Giovanni, on apprend qu'un jour où Pise est assiégée par l'armée d'un prince français sans terre, le jeune Sinuccello, alors âgé de 24 ans, se propose pour affronter en duel le meilleur guerrier d'en face afin de mettre un terme à la querelle, ce qu'il fait. Bien naturellement, il terrasse le chevalier français et en sort d'autant plus grand. Sa réputation à Pise ne fait que croître. Les Pisans, je cite, firent Sinuccello chevalier et comte de Cinarca. Il fut appelé Sinuccello della Rocca, juge de Corse. C'est ainsi qu'en 1245, Sinuccello della Rocca, petit orphelin corse exilé à Pise, devient giudice di Cinarca et s'embarque sur une galère pour retourner sur son île et y faire respecter les titres qu'on lui a donnés. Mais son histoire n'est pas celle d'un seigneur dont le retour providentiel unit les hommes. Bien au contraire, lors de son retour dans la Rocca, il n'est pas accueilli comme il le pensait. Les familles nobles de l'île, qui étaient alors sous la domination des oncles de Giudice, ceux qui avaient assassiné son père et sa mère, craignaient que son retour ne soit synonyme de trouble. Malgré le fait qu'il soit accompagné par d'autres hommes armés, il ne décide pas d'utiliser la force, mais compte sur ses talents d'improvisateur. Il se retrouve alors à devoir vivre un temps comme un bandit, abandonné par sa milice pisane, qui avait pour mission de se rendre ailleurs. Il prend le chemin de l'Alta Rocca et élit domicile dans les montagnes d'Olène, tout en s'armant de patience et en étant convaincu que son heure viendra. Giovanni di Agrossa nous raconte que, pendant son errance, le juge de Cinarca rencontre par hasard un homme du village de Cuenza qui dit avoir tué un homme du village d'Olène et qui, par peur des représailles, s'était réfugié par là. En qualité de juge, Sinuccello saisit l'homme, le ramène à Cuenza et le fait exécuter sur la place du village. Tous les habitants se mirent alors à son service pour le remercier d'avoir ainsi rendu justice. Selon les chroniques, Giudice fait construire le castillo de la Contudina au-dessus de Sarraiscopamene, sur un plateau qui domine les villages de Cuenza, Olène et Zonza. Il y établit son quartier général, s'entoure comme il doit s'entourer et peut ainsi réellement commencer sa quête de gloire. Dans l'histoire de la Corse et des Corses d'Olivier Joas et Jean-Marie Arrighi, on apprend qu'entre 1245 et 1250, le Giudice entreprend d'assurer son pouvoir dans l'île en s'enracinant dans son territoire et en développant sa présence dans d'autres. Il réussit à contrôler la quasi-totalité des terres cinarchaises en l'espace de 5 ans, de la Rocca au Tar, en passant par l'Ornane et le Sartenay, tous ces territoires deviennent acquis à sa cause. Selon les historiens, Giudice affiche clairement sa volonté d'unifier la Corse de Pise sous sa domination. Les Génois sont déstabilisés par la fulgurante progression du protégé pisan qui pratique une politique d'alliance et de recherche d'appui avec un certain talent. En 1250, Giudice, fort de sa nouvelle grande réputation, récolte les fruits de sa politique. Lors d'une veduta organisée au col de Cilaccia, il reçoit des nobles de la région la baguette, symbole du pouvoir, et devient seigneur de la Rocca. Pour autant, il ne possède pas le castillo de Cinarca, condition sine qua non pour devenir comte de Corse, et n'a donc pas encore atteint son objectif. En cette période où il obtient la seigneurie de la Rocca, il s'installe dans le très ancien et illustre château de la Rocca di Valle, château perché sur un piton rocheux en face du village d'Olmeto. La légende raconte qu'un beau matin, il reçoit de la part d'un messager une demande pour le moins troublante. Une certaine Madame Sibilia, veuve d'origine génoise qui possède le château d'Istria juste au-dessus, lui propose de se marier avec elle, afin qu'il puisse jouir de ses biens et de son fief. Dans un excès évident de confiance, Giudice se dirige vers Istria pour satisfaire la demande de cette femme. Première erreur stratégique du juge. Lisons le récit du chroniqueur de Grosse. Alors qu'il était arrivé pour l'épouser, Sibylla, au lieu de le prendre pour mari, le fit capturer et mettre en prison au fond de la tour. Quelquefois, le soir, elle venait le voir et de loin, elle lui montrait ses jambes et ses cuisses et découvrait sa poitrine en lui disant, car Giudice était bien gras, « Comment as-tu pu bien penser que je voudrais mélanger ma belle et blanche peau avec ta chair si noire ?» Et elle se moquait ainsi de lui.
Au bout de quelques jours, Giudice s'accorda avec la chambrière de Sibille qui était chargée de lui porter à manger. Si elle l'aidait à sortir de prison et à accéder à la tour en lui permettant de s'emparer du château, il lui promettait de lui donner comme mari le gentilhomme de sa cour qui lui plairait le plus, pourvu qu'il ne soit pas marié. Une fois cet accord passé entre eux, comme la camérière acceptait de favoriser la machination du Giudice, il fit savoir à ces gens qui étaient restés à la Rocca qu'ils viennent de nuit et qu'ils s'embusquent autour d'Istria et que quand ils entendraient le son de la corne, ils accourent aussitôt à la porte du Castido. La camérière, selon ce qui avait été décidé, permit à Giudice de quitter sa prison. Il grimpa dans la tour et il sonna de la corne. Ayant entendu cet appel, la troupe du Cinarque arriva aussitôt à la porte du château qu'elle ouvrit très violemment, entra à l'intérieur et Giudice resta maître du château d'Istria. Il dit alors à Sibille : « Puisque tu n'as pas voulu que ta peau touche la mienne et que tu m'as trompé, je ne veux pas non plus que ma peau touche la tienne. » Aussitôt, très méprisant, il fit construire une cabane non loin du château et ordonna que Sibille soit mise à l'intérieur et que tous ceux parmi ses soldats qui voulaient abuser d'elle puissent le faire, et cet ordre fut exécuté par ses gens. Lorsqu'il eut accompli cet acte de justice, il renvoya Sibille dans son pays et tint la promesse qu'il avait faite à sa servante. Cet événement, aussi rocambolesque qu'il puisse être, nous laisse entrevoir l'un des premiers défauts de Giudice, à savoir son penchant le plus destructeur, décrit par Philippe Colombagne comme une irréfrangible attirance pour les femmes qui lui sera funeste. De 1250 à 1257, Giudice consacre son temps à affermir ses positions dans sa région en nommant ses frères Castellani, c'est-à-dire protecteurs des castides où ils ont été installés. Ladro est nommé Castellano au Castido di Ugorbo, non loin de Viggianido, et Truffetta, dans l'Ornano. Le juge prend ensuite la route du nord, dans l'idée d'asseoir sa puissance sur toute la côte occidentale, mais aussi avec un dessein plus officieux. En fait, dans sa tête germe probablement l'idée de se venger de ses cousins germains Rinieri et Arrigo, ceux-là même qui avaient assassiné son père et provoqué la mort de sa mère. Ça tombe bien, il possède non seulement la dernière région du Deladémon que Giudice n'a pas conquise, mais aussi le Castido de Cinarca, qui est le dernier vestige à détenir avant de pouvoir accéder au titre de comte de Corse. Pour ces raisons, Giudice passe le col de Saint-Georges pour la première fois, s'empare du château de Gozzi, que Rinieri et son cousin occupaient, le tue à coups de lance et prend la direction de Cinarca pour terminer d'accomplir sa vengeance. Lors d'un siège au Castido de la Gatène, où son deuxième cousin s'était retranché, les fantassins de Giudice parviennent à tuer Arrigo sur le champ de bataille, et la vendetta fut accomplie. En 1257, Giudice et Cinarca est maître de tout le Deladémon. Dans le nord de la Corse, les seigneurs pro-génois s'activent pour freiner son expansion. C'est alors qu'un fait étonnant survient. En 1258, probablement après d'âpres négociations diplomatiques, le juge offre toute sa seigneurie à la commune de Gênes et la récupère immédiatement en fief, demeurant seul souverain. Alliance opportuniste avec une puissance montante aux réelles soumissions, la moindre interprétation devient difficile à faire. Jean-Marie Arrighi et Olivier Géas décrivent cet événement comme un coup de maître retentissant. En s'alliant avec Gênes, Giudice se met la colonie génoise de Bonifacio dans la poche et évite ainsi une guerre par le sud. Le coup est d'autant plus magistral que les Pisans ont d'autres chats à fouetter, étant donné qu'ils sont en train de perdre leur hégémonie en Méditerranée et qu'ils sont acculés de toutes parts. La supercherie va encore plus loin quand, en 1260, le petit Sinuccello, orphelin devenu Giudice di Cinarca, se fait adouber chevalier par le doge de la cité génoise. La route vers le titre tant espéré de seigneur le plus éminent de Corse est toute tracée. En 1264, lors d'une vedoute organisée à la Canonica de Mariana, Giudice est acclamé par l'ensemble de la population comme étant le nouveau comte de Corse. C'est la reconnaissance ultime. En l'espace de 2 décennies, mêlant habileté au combat et génie politique, il est devenu le seigneur le plus puissant de Corse, mais aussi un outil de choix dans un conflit bien plus vaste qui oppose les 2 plus grandes puissances méditerranéennes de l'époque, à savoir la République de Pise et la commune de Gênes. La même année pourtant, Giovanninello de Loreto, un des seigneurs les plus influents du nord de l'île, est nommé seigneur du Nébio. Appuyé par un parti génois hostile à Giudice,
il tente vainement durant 4 années d'opposer ses forces à celles du juge. C'était sans compter sur la dextérité hors pair de ce dernier au combat, sur son sens aigu de la stratégie guerrière et sur ses talents de politicien. Giudice sort vainqueur de ce conflit, Giovanninello est contraint à l'exil. S'ensuivent une dizaine d'années de paix que les chroniqueurs et les historiens appelleront la paix de Giudice. Le comte peut donc maintenant gouverner sereinement l'île. Parmi ses réformes les plus notables, il régularise notamment l'impôt en le répartissant en fonction de la richesse des foyers. Les plus riches paient désormais 3 livres, les bourgeois 2 et les pauvres une seule. À cette même époque, Gênes entame un processus de colonisation de l'île, s'implantant ça et là à partir de Bonifacio et en construisant des sites relais dont une forteresse en 1272 à 2 km de ce qui est connu aujourd'hui comme le Castel Lombardo, citadelle fondatrice d'Ajaccio. C'est sans doute cette politique qui a mis la puce à l'oreille de Giudice, qui a probablement dû se dire qu'il était en train de se faire doubler par les Génois et qu'il devait donc agir. Armé de patience, il arme aussi la paix en se renforçant par des alliances matrimoniales tout en se préparant à la guerre. Toutefois, Gênes n'est pas dupe. Le jeu que joue le comte de Corse ne passe pas inaperçu. Les Génois déploient alors toute leur force d'action entre 1276 et 1280. Ils rappellent Giovanninello de Loreto en Corse en le soutenant pour reconquérir les places fortes du Desadémon, envoient une délégation qui rencontre Giudice à Propriano pour le contraindre à respecter ses engagements et prennent Calvi au seigneur balanin soumis. Le comte de Corse se plie, réitère ses vœux de paix et son alliance avec Gênes, mais il n'en pense pas un traître mot, il gagne simplement du temps. C'est en 1284 que tout bascule. Quelque part, au large de la Toscane, près d'un minuscule îlot du nom de Meloria, se joue une des batailles navales les plus importantes du Moyen-Âge. 200 galères y sont engagées. L'enjeu principal est l'île de Corse. La flotte génoise détruit littéralement la flotte pisane. Une dizaine de milliers de Pisans périssent. Les conditions de reddition obtenues par la commune de Gênes sont catastrophiques pour la République de Pise. La bataille de la Meloria marque l'arrêt brutal de la domination pisane et l'entrée en jeu fracassante de la cité génoise dans l'histoire de Corse. À partir de là, Gênes exercera tant bien que mal sa domination sur l'île pendant au moins 5 siècles. 2 ans après la bataille de la Meloria, donc en 1286, Giudice entre en guerre contre Gênes. Son premier adversaire est une fois de plus Giovanninello de Loreto, toujours appuyé par les Génois, qui subit une seconde défaite face aux juges. En 1289, Gênes envoie en Corse une expédition menée par Luccheto Doria qui a pour mission d'instaurer l'ordre génois partout dans l'île et de soumettre une bonne fois pour toutes ce Giudice di Cenarque. À cette occasion, Doria obtient le titre de vicaire général de la commune de Gênes et est chargé de faire la guerre aux ennemis de la République. Le premier seigneur à se soumettre n'est autre que Giovanninello de Loreto, toujours le même décidément. Le vicaire génois entreprend la destruction de tous les castedi du Desadémon possédés par les alliés du juge de Cenarque. Dans le sud, Giudice rassemble ses forces, tout en envoyant des messagers à Luccheto Doria pour lui proposer une trêve et enclencher un processus de négociation. Tous ces messagers obtiennent refus sur refus. Giudice remporte une victoire militaire majeure sur les troupes corso-génoises commandées par Niccolò Boccanegra lors de la bataille de Serraglia dans la vallée de l'Ortolo en 1290. Grâce à cette victoire, le juge parvient à bénéficier d'une paix qui lui est plutôt favorable et qui va durer encore 10 ans. En 1297, le pape Boniface VIII décide d'élever la Corse au rang de royaume en l'offrant à la toute nouvelle puissance montante de Méditerranée, le royaume d'Aragon. Il le fait probablement parce qu'il est hostile à la domination génoise aux dépens des Pisans, mais il acte surtout par cette donation une future internationalisation des rapports politiques. Malgré l'importance qu'aura cette donation pour la suite des événements dans l'île, elle n'aura pas d'effet immédiat véritablement remarquable, bien que l'on sait grâce à une découverte récente que Giudice avait déjà contacté en 1280
le roi d'Aragon dont il avait reçu une promesse de reconnaissance parmi ses fidèles. Cette correspondance, 17 ans avant la donation officielle de la Corse par la papauté à la couronne d'Aragon, nous conforte dans l'idée que Giudice était très au fait de ce qui se passait au niveau de l'échiquier géopolitique méditerranéen, ce qui pourrait surprendre pour un Corse du XIIIe siècle. Un soir de 1298 où il était en bonne compagnie dans une grotte, Giudice fut surpris par un claquement de ferraille, se leva en toute hâte et se cogna la tête violemment contre le plafond de la cavité. Les chroniques racontent qu'il frappa si fort du haut de son crâne que le traumatisme qui avait atteint sa tête gagna ses yeux et qu'il en resta aveugle. Cette anecdote est une fois de plus révélatrice de la tendance du juge à s'adonner au plaisir de la chair, mais elle annonce surtout le début de la fin de son règne. En 1299, Gênes obtient de sa rivale Pisane la déchéance de citoyenneté de son protégé Giudice di Cinarca et réclame son arrestation. Celui-ci étant âgé de 80 ans, il est au crépuscule de sa vie et commence à organiser son héritage. Selon les chroniques, il aurait dit « Puisque je ne laisse pas d'enfants légitimes, mes enfants bâtards seront mes héritiers. » Ces enfants bâtards s'appellent Ugolino, Arriguccio della Rocca, Salnese d'Istria et Arrigo Strambo di Litala, et ils auront tous des descendants qui auront plus ou moins d'importance dans l'histoire médiévale corse. Leurs terres dans le sud de l'état cinarchese, que leur père a partagé entre eux, sont encore connues aujourd'hui comme a Terra di Bastardi. C'est en 1300 que Giudice, après avoir réussi à enfanter enfin un garçon de sa deuxième épouse, c'est-à-dire un enfant légitime, apprend une nouvelle désastreuse. En effet, l'un de ses fils bâtards, Salnese, venait de le vendre aux Génois. Il faut dire que selon la chronique, le juge l'avait expulsé quelques mois plus tôt du château d'Istria avec pertes et fracas pour des propos insolents qu'il avait tenus. Mais est-ce que cela vaut une trahison ? Sur les conseils de Salnese, les Génois débarquent à Barraci dans la Rocca, s'emparent facilement de Giudice en pleine nuit et tuent son petit garçon de 8 mois en l'arrachant des mains de sa mère. Le capitaine génois rend le castello d'Istria au fils illégitime de Giudice et s'embarque dans la foulée en direction de la terraferma avec sa capture de prestige. En l'an de grâce 1304 de notre ère, Sinuccello della Rocca, dit Giudice di Cinarca, rend son dernier souffle alors qu'il est enfermé depuis 4 ans dans la prison génoise de Malaparte. Merza mi messa in purgatorio e tanta nemicizia ardioso scompianto in l'arte d'una mossa chi vince senza gloria Iliade mia io che branchi malabaga che bossi da quassù a paci istituì da sopra da barbe che l'ingiustizia maga e fa trima Milani l'inganno e udradì a vista la diversa ma un'anca visione o corsica ci tu in me o ti adava e da un reducevo un'ori da prigione penso all'isola grande all'isola da va all'isola da va all'isola da va. Selon les mots de Giovanni Diagrossa, Giudice di Cinarca était un habile capitaine. Il était sans aucun doute destiné à une entreprise beaucoup plus importante que d'être simple seigneur de la Corse. C'était un homme fait pour accomplir des choses mémorables à travers le monde. On ne pourrait contredire la pensée du chroniqueur. Cet homme sage et valeureux, à la fois héros tragique et seigneur audacieux, aurait eu un de ces destins qui marquent la mémoire des peuples,
s'il était né dans des contrées ou dans des temps où les princes ne sont pas bridés par d'incontrôlables événements contrariants. À son niveau pourtant, et pour la Corse en particulier, il fait partie de ce cercle très restreint d'hommes de génie qui sont des météores destinés à brûler pour éclairer leur siècle, selon l'adage célèbre de Napoléon. Giudice aura donc laissé une trace indélébile dans l'histoire de Corse. Seigneur loyal et parfois opportuniste parce qu'il lui a fallu faire des choix, il était aussi fort et robuste, en témoigne la chronique qui affirme qu'il aurait eu un enfant alors qu'il était emprisonné, aveugle et quasiment centenaire dans un cachot génois. Élu unanimement comte de Corse en 1264, il se dévoile comme étant un réformateur perspicace en réorganisant l'imposition en fonction de la richesse des foyers, entre autres mesures remarquables. Épris de justice, il punit les bergers qui maltraitent leurs bêtes et décapite lui-même son neveu qui abuse d'une femme. Mais savait-il ce qui allait advenir lorsqu'il s'allie à son ennemi, ou a-t-il simplement misé sur le mauvais cheval ? Impossible de le dire pour le moment. En 2008, Olivier Jeas et Jean-Marie Arrigue écrivent dans leur Histoire de la Corse et des Corses que les études archéologiques commencent à peine à dévoiler les contours de l'histoire du juge de Chenarc. En attendant donc de nouvelles découvertes qui nous informeront plus précisément sur son histoire et sur les tensions entre Gênes et Pise pour la suprématie sur la Corse, nous pouvons nous risquer à faire quelques suppositions. En 1258, alors que Giudice domine toute la Corse du delà des monts, Gênes s'affirme dans sa volonté d'expansion dans le Dessas, tandis que Pise perd peu à peu de son influence. Giudice et Chenarc conspire avec ses alliés naturels pisans et offre ses terres à la commune génoise tout en les récupérant en fief. Il le fait probablement dans le but de parvenir à son objectif principal, qui est le titre de comte de Corse. En y parvenant en 1264 lors de la Veduta de la Ganonica, il peut asseoir sa domination sur la totalité de l'île et ainsi se renforcer militairement et politiquement tout en continuant de comploter dans le dos des Génois. Selon Marc-Andrea Castellani dans son émission Storia sur Bleu RCFM, Giudice et Chenarc jouent admirablement bien le jeu des trônes. Il s'allie avec Pise, a des relations diplomatiques avec Gênes, puis s'allie à Gênes tout en dissimulant la continuité de ses rapports avec Pise, comme un espèce de prince machiavélique légèrement en avance sur son temps. À ce titre et à beaucoup d'autres, la vie du juge mérite sans doute une série d'une dizaine de saisons sur Netflix. Nous pouvons même supposer qu'il était au courant de ce qui allait advenir au large de la Toscane quand, en 1284, Génois et Pisans s'affrontent pour la possession de la Corse, dans ce qui a été l'une des plus grandes batailles navales du Moyen-Âge. Mais alors, Giudice était-il un simple outil politique dans un conflit beaucoup plus vaste qui le dépassait, ou en était-il le rouage essentiel qui mena à la rupture ces deux grandes puissances méditerranéennes ? Ma raison me pousse à ne pas faire de spéculation, je laisse ça aux historiens. Quand bien même, ce que nous pouvons dire, c'est que l'héritage que laisse Giudice est énorme. Nous savons qu'il avait organisé son départ en plaçant ses fils bâtards aux quatre coins de l'état chinarchese. C'est de cette terre qui va de la Graona à Bonifacio dont on parlera comme de la terre des bâtards. De ces quatre enfants illégitimes descendront d'illustres personnages dont les noms sont par exemple Arrigo di Aroca, Vincentello d'Istria ou encore Rinuccio di Aroca, rien que ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le siècle de Giudice, comme on l'appelle, a vu éclore pour la première fois une idéologie nationale que ce personnage a été le premier à véritablement incarner. Sinuccello di Aroca, plus connu sous le nom de Giudice di Chinarca, est, de fait, le premier homme à avoir gouverné sur une Corse unifiée. En jouant comme il l'a fait avec les cordes du pouvoir et en se battant aussi vigoureusement contre les puissances extérieures, il avait probablement pour projet de permettre à son île de s'émanciper de tout pouvoir étranger. Ainsi, il a sonné une dernière fois de la corne pour donner la charge aux générations suivantes dans une éternelle volonté des Corses à s'autodéterminer. Aio tutti fratelli che ora dal Masciopue di Cigne Galchera dall'Umonto all'Uvium alla Serra chi Lugur non riviglia suona
suonate lo corno, non c'è più riscatto, a popolo vato, bisogna marciare. Aio tutti cinar che più morgo, castanice la vierra valagna, un cegor su chi piegno si lagna, un straniero un po' che rincula. Suonate lo corno, non c'è più riscatto, a popolo vato, bisogna marciare. Tutti sotto alla gara bandera, biancornata di là desta morra, aio tutti che suonata l'ora, di la nostra antica libertà. Suonate lo corno, non c'è più riscatto, a popolo vato, bisogna marciare. Aio tutti fratelli che ora di stirpa sta razza maledetta, da un cielo chi cria vendetta per 100 anni di felicità. Suonate lo corno, non c'è più riscatto, a popolo vato, bisogna marciare. A popolo vato, bisogna marciare.